Vraiment, on vous dit merci. Parce que, comme toujours, le parrain s'est montré donc engagé avec la plus belle des manières. Le service est vraiment content et respecte en quelque sorte donc, les actes que le parrain pose envers donc, service depuis toujours. Par là, je ne vais pas donc, tarder à donner donc, la parole à nos chers panélistes, M. Moustapha Sey. On le remercie aussi, lui et son modérateur, M. Amelba, ancien président, Moustapha Sey, donc, qui est le fondateur de cette amicale. Et nous l'a donc légué avec honneur et Inch'Allah, on va le garder avec respect. Je remercie encore aussi le membre du bureau qui est ici, président, tout le monde sans faille. Donc c'est une belle équipe. Donc en parlant, on voit donc le sourire et l'amour qui s'affiche donc en eux. Sincèrement, donc merci à tout le monde et que la fête commence. Chers anciens du service, Monsieur le Président, camarades cérisiens, Messieurs, Madame les invités, c'est pour moi un plaisir immense d'être là. Revenir à l'UGB est toujours une occasion spéciale pour me ressourcer. Le plaisir est d'autant plus que grand quand c'est le service qui appelle. Je suis un ancien de cette amicale, mais puisque le service est une famille, alors je resterai un servicien pour toujours. Le service s'est toujours distingué par sa discipline et la pertinence des actes qu'elle pose, allant toujours dans le sens de service en toute responsabilité. Je me réjouis d'être votre parrain et je remercie les anciens d'avoir créé ce cadre pour vous permettre aujourd'hui de vous réunir, de vous former surtout, car l'amicale est une école spéciale qui prépare l'étudiant à prendre ses responsabilités pour tout ce qui l'attend en dehors de l'université. L'UGB est une université d'excellence, le service un cadre d'excellence. C'est pourquoi quand on fait partie de ce cercle, nos actes et nos paroles doivent refléter l'excellence. J'ai beaucoup appris ici et cela me sert beaucoup dans ma carrière professionnelle. En ma qualité d'ancien du service, je vais vous répéter ce que mes anciens me disaient: étudiez sérieusement, mais soyez disciplinés, car le savoir seul ne suffit pas. Ayons donc comme priorité de cultiver des valeurs qui constituent des vertus cardinales, qui fondent et valorisent notre société. Toutes ces crises dont nous parlons aujourd'hui sont causées le plus souvent par l'écart que nous constatons entre nous et nos valeurs culturelles. Mes chers camarades, soyons humbles, car les hommes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie, l'humilité et la preuve d'une grande force de caractère. Chers camarades, qu'Allah vous fasse que vous connaissiez une réussite académique et professionnelle. Merci, je vous remercie. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di am contentement di am mbégte aussi tamit teew fii tey comme invité d'honneur. ñi ngi remercier vraiment ñi initié mbir mi nekk ay étudiants ñu leen di ñaanal aussi tamit vraiment yàlla kawel seen jot si njàng mi ngeen di jàng. man nag sama wax du bari parce que dama fi ñëw invité d'honneur mais en même temps accompagné par le parrain te yaakaar naa li nekkoon l'essentiel yëpp wax na ko xëy na sax warul sax wax mooy wax mais xëy na cër la rek mais maa ngi leen di sant di leen gërëm di am contentement aussi tamit si honoré bi ngeen ma honoré comme invité d'honneur di leen sant di leen gërëm di leen wax jërë ngeen jëf. Lors de la crise tchadienne, ma mère, mes sœurs et moi étions restés sous nos lits plus de 24 heures. Et le bruit des armes nous faisait tellement peur que nous pensions y rester pour toujours. Alors, vous qui parlez de crise, qui s'adressez à moi et aux Sénégalais,
Vous qui parlez de crise, vous ne savez pas ce que vous avez. Alors, lorsqu'il a dit ça, je suis resté bouche bée. Parce que quelque chose me disait qu'il avait parfaitement raison. On ne sait pas apprécier ce que nous avons dans ce pays. C'est pourquoi la formulation du sujet me plaît beaucoup. Un Sénégal de crise et non le Sénégal en crise. Un, comme on l'a appris à l'école primaire, est un article indéfini. Et en tant que tel, il indique que le référent existe, mais reste inconnu des acteurs de l'énonciation. Donc, il ne s'agit pas de condamner le Sénégal comme pays en crise, mais de diagnostiquer les crises qui existent au Sénégal. Car il y a des crises, oui, comme dans tous les pays du monde. Alors ces crises, parlons-en. J'ai choisi d'en aborder 3. Crise du système éducatif, crise politique et crise sociale. Mais j'ai choisi de loger toutes ces crises dans une autre crise que j'appelle la crise de pertinence. C'est un concept que j'ai créé hier, car en réfléchissant sur les différentes crises qui bloquent notre pays, un mot m'a fait un clin d'œil et c'est le mot impertinence. Alors, je vais démontrer que ce qui empêche notre pays de rayonner comme il se devrait, c'est la crise de pertinence. En 3 points. 1, la crise du système éducatif sénégalais. Elle est la plus dangereuse parce qu'étant la source de tous les maux. L'éducation est pour l'homme ce que l'âme est pour le corps. Alors il est inconcevable dans un pays comme le Sénégal que l'éducation soit laissée en rade par rapport aux autres corps. Et quand on dit éducation, ici on fait référence à 2 aspects. Il ne s'agit pas seulement d'inculquer à l'élève des connaissances, mais également des valeurs. Dans beaucoup de pays, ils en font 2 ministères, un ministère de l'éducation et un ministère de l'instruction. Alors, parce que l'enjeu est énorme. Alors nous qui en faisons un seul ministère, devrions mettre plus de moyens, plus de réflexion et une meilleure coordination entre les acteurs, y compris les parents, parce que beaucoup de parents ont démissionné. Et quand je dis la crise de l'éducation, je me demande sincèrement où voudrions-nous aller? Car le programme tant décrié ne répond pas à une vision claire de ce Sénégal que nous souhaitions avoir. On apprend aux jeunes Sénégalais le Japon, l'URSS, Corée du Nord, l'Amérique. Et à côté, ces jeunes Sénégalais ne connaissent pas le Saloum, encore moins le Walou. J'entends souvent à la télé les femmes parler, ou bien tout le monde d'ailleurs, parler des femmes de Nder. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que Nder, qui était en flamme en 1820, est aujourd'hui en larmes. Parce qu'abandonné par les autorités de ce pays, abandonné par les Sénégalais, c'est la vérité. Alors donc, quel Sénégal voudrions-nous avoir? Et je ne peux pas parler de la crise du système éducatif sans mettre l'accent sur ce que beaucoup appellent la baisse de niveau des élèves. Les gens en parlent, mais ne touchent pas du doigt la cause causale. C'est en 2005 qu'un curriculum, on l'appelle CEB, je pense, curriculum de l'école de base, de l'éducation de base, M. Malanbaye, je parle sous votre contrôle. CEB, curriculum de l'éducation de base, en 2005. De quoi s'agit-il? S'il vous plaît, n'introsez pas les textes, car on sait bien que dans ce pays, il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait. Avant, la classe de CM2 était une étape importante dans le parcours de l'élève, parce que c'est en CM2 que l'avenir de l'élève se dessinait. Ceux qui avaient un bon niveau passaient au collège, et ceux qui dormaient, entre guillemets, étaient retenus le temps qu'ils s'éveillent, ou bien qu'ils se réveillent. J'en connais des élèves qui ont fait 3 ou 4 fois la classe de CM2 et sont devenus de brillants intellectuels, de brillants techniciens. Aujourd'hui, beaucoup d'élèves sont sacrifiés par ce système caricaturé d'ailleurs à telle enseigne qu'on l'appelle Guana. Et il y a aujourd'hui des élèves qui passent au collège
et qu'on dit mal à écrire correctement, je dis bien écrire correctement, la raison se trouve là. Des élèves qui font le bac alors qu'ils n'ont que le certificat. Plus tard, ils seront exclus, laissés à eux-mêmes, et on ose se demander d'où vient l'indiscipline des Sénégalais d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, crise de pertinence. Ensuite, à côté de cette crise du système éducatif sénégalais, il y a la crise politique. La crise politique est également une source lamentable de déséquilibre et de violence injustifiable. Une analyse de la scène politique présente un décor assez inquiétant. Le mot scène qui qualifie la politique ici a tout son sens. Parce qu'il ne s'agit que de jeux autour des 3 niveaux dont parlent les spécialistes: la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et le maintien au pouvoir. Le pouvoir reste alors le seul objectif, aussi bien pour ceux qui gouvernent que pour ceux qui s'opposent. Malheureusement, les jeunes ne comprennent plus ce jeu de yo-yo qui ne va pas absolument rien les apporter. Et aujourd'hui, il est triste de constater que les jeunes ne défendent plus des idées, on ne défend que des personnes. Et le malheur dans tout cela est que le Sénégal, ce beau pays, est devenu le parent pauvre de la scène politique sénégalaise. On défend M. X, on défend M. Y, mais on ne défend pas le Sénégal, malheureusement. On a oublié cette métaphore de la pirogue dont parlait le saint homme. Les idées sont aujourd'hui voilées par les insultes. Et je dis souvent que l'insulte est le plus bas degré de l'ignorance. Même nos chefs religieux ne sont pas épargnés. À chaque fois et pourtant c'est eux qui assurent l'équilibre de ce pays, mais à chaque fois qu'un marabout dit une bonne chose sur le président de la République, on dit qu'il est corrompu. Et pourtant, ce qu'ils ignorent, c'est que la fortune de ces marabouts précède bien celle des politiciens. C'est là, non, bien sûr. Et le paradoxe est là. À chaque fois que le Sénégal est dans des difficultés, ces mêmes ignorants qui les insultent demandent qu'ils interviennent. Alors, ma question est la suivante. Comment voulez-vous que ces marabouts soient des régulateurs s'ils n'entretiennent pas de très bonnes relations avec les autorités? C'est impossible. La vérité dans ce pays, c'est qu'il y a trop de liberté. Tout le monde parle, mais peu maîtrisent ce qu'ils disent. L'homme véridique de Touba, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, disait, je cite, ñett yi ñoo yàq àdduna ku xamul tey wax, ku xam tuuti di wax lu bare, ak ki xam ba pare noppi. Fin de citation. Méditons sur ces paroles qui résistent au temps et décrivent le mieux la crise politique que nous vivons, qui est enfantée par une crise de communication. Le troisième point, c'est la crise sociale. Elle est énorme. Je laisserai peut-être le soin aux sociologues d'approfondir sur cette question. Seulement, j'attirerai l'attention des jeunes sur les dangers de la compétition, ce que j'appelle la compétition. L'homme qui est conscient du sens de la vie saura qu'il n'est pas en compétition avec l'autre, mais avec soi-même. La pression sociale est en train de détruire beaucoup de jeunes. C'est dans les maisons que naît cette pression inutile et impertinente qui prive l'enfant de son véritable don, car il n'aura pas le temps de se découvrir puisque l'autre l'a déjà obnubilé. Chacun suit son chemin et la terre est assez vaste pour abriter tous les chemins. N'oublions pas que notre but ultime, nous les hommes, c'est de chercher à nous réaliser, car l'homme est un projet. Mes chers camarades jeunes du Sénégal, je vous invite à méditer cette belle leçon de l'actuel calife des Tidjanes, Serigne Babacar Sy, Mouhamadoul Mansour, qui dit, je cite, Aduna kenn du ko jekk te Yàlla àndu si. Fin de citation. Soyons engagés, certes. Ayons des rêves. Faisons le nécessaire pour les réaliser, mais restons équilibrés. Je vois que tout le monde cherche le bonheur. Des livres d'ailleurs ont été écrits sur la notion de bonheur. Mais moi je crois fermement
que le bonheur n'est rien d'autre que le fruit de l'équilibre. Revisitons nos valeurs. Nous sommes dans un pays magnifique, un pays béni, qui a ses problèmes, certes, mais réglons-les de manière civilisée. La solution n'est pas loin, c'est juste qu'on ne la cherche pas au bon endroit. Et ce n'est pas le Soudan qui va me démentir, car après Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass a été une solution dans une crise que le monde peinait à régler. Mes chers camarades, ces crises ne seront pas assez vastes pour aligner le système LMD à leur niveau. D'ailleurs, je ne crois pas que le système LMD est une crise. Mais connaît-il une crise? Là, je réponds par l'affirmatif. Car le système LMD en tant que tel n'est pas mauvais, mais le contenu est à revoir. Avec le système LMD, il y a trop de matière. Il est impossible d'ailleurs d'avoir une spécialisation pointue. Vous savez de quoi je parle pour les étudiants. Et quand on est spécialisé en tout, finalement, on devient spécialiste en rien. Et avec le système LMD, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de changements à ce niveau. Plus on est spécialisé, plus on est généraliste. Je connais quelqu'un, ici à l'ISEB, qui est devenu un professeur de géographie. En licence, il a été retenu juste à cause de l'anglais. Il est revenu une année entière, rien que pour l'anglais. Et c'est un géographe. Mais ce n'est pas une raison quand même pour mettre ce système dans la poubelle. Le système LMD, bon, avant nous on disait Légui Madakala, mais bon, voilà, c'est juste pour taquiner. A révolutionné les études universitaires. Ce système LMD a facilité la lisibilité des cursus universitaires, car l'ancien système était compliqué et dépassé. Le système avec notre anse, c'est bien de quoi je parle. Voilà. C'est un système, lui le système LMD, l'ancien système pourtant pour moi, c'est un système qui avait trop de diplômes à chercher. Il y avait trop de diplômes, de licence, maîtrise, DIA, thèse, etc. Trop compliqué. Le système LMD donc a gagné le pari de l'harmonisation, surtout au niveau international. Parce que les étudiants qui sortaient du Sénégal étaient obligés de chercher des équivalences pour intégrer les universités européennes. Le DEC n'était pas à la bonne là-bas, parce que nous n'avions pas le même système. Alors, les étudiants qui avaient le DEC, une fois en Europe, étaient considérés comme ceux qui viennent d'avoir le PAC. Voilà, on acquisait un retard de 2 ans. De 2 ans comme ça. Donc le CMLMD permet à l'étudiant d'avoir une place sur le plan international. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, parce que j'ai appris maintenant à mettre de l'eau dans mon vin. Bon, je ne bois pas de bien, mais dans mon café. Parce que un de mes anciens élèves m'a menacé indirectement, M. Djibril Silla. M. Djibril Silla m'a dit qu'un bon élève est celui qui apprend à tuer son maître. Alors bon, lui, il cherche à me tuer, je sais. Voilà, je le suis tout le temps. Mais à côté de moi également, il y a un grand criminel. Voilà, donc pour éviter de mourir si tôt, je vais laisser à M. Ahmed Ba le soin de revenir sur ce que je viens de dire dans les détails. Merci de votre attention. Je pense que Moustapha Sey a fait un peu une communication sur les crises à la fois sociales et politiques et éducatives. Il est parti sur le concept de la crise de pertinence, parce que pour lui, nous, Sénégalais, nous avons un problème de pertinence. Même si les crises existent, diverses soient-elles, le problème majeur, c'est un problème de pertinence. Et de ce point de vue-là, abordant la question de l'éducation, il a soutenu que nous, Sénégalais, nous voulons le paradis, nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Nous voulons réussir dans les études, nous voulons apprendre, mais nous n'acceptons pas d'investir. On veut le beurre, on ne cherche pas du beurre. Donc si tu veux réussir, il faut apprendre. Si tu veux réussir, il faut faire ce qu'il est dit. Il est un peu revenu sur le curriculum de l'école de base, de l'éducation de base, qui a été un peu un frein à la dynamique de l'éducation sénégalaise. Il est largement revenu sur ça.
Et aussi, il nous a en tout cas présenté quelques changements qui devaient être des réformes, parce que lorsqu'on parle de changement, c'est pour réformer. Mais malheureusement, dans le système éducatif, on change, on ne réforme pas. On change, on ne réforme pas. C'est pourquoi moi, personnellement, lorsqu'on parle du concept d'évolution, on dit que le système évolue, moi, j'aime pas le concept d'évolution. Parce que lorsqu'une chose évolue, c'est qu'elle quitte un point A pour un point B, et que ce qui était au point A, on ne retrouve pas ça au point B. Mais malheureusement, ce qui est au point A, on le retrouve au point B. Le retard qui a été au point de départ est le même retard qu'on retrouve au point d'arrivée. Donc là, on ne peut pas penser ou retenir une réforme. C'est juste un changement de paradigme, un changement d'approche, un changement de perspective surtout. Et non une réforme. Moustapha Sey est aussi revenu sur la baisse du niveau des élèves, qui est vraiment une problématique assez critique. Parce que lorsqu'on apprend, lorsqu'on fait des cours, peu importe, lorsqu'on parle d'apprentissage, lorsqu'on parle d'éducation, lorsqu'on parle de l'école, y compris l'école coranique, il ne faut pas seulement avoir cette vision unilatérale, unidimensionnelle et unidirectionnelle. L'éducation, ça va au-delà de l'école nasara, comme il est dit. Et justement, de ce point de vue-là, cette baisse du niveau des élèves, il a rattaché au curriculum de l'école de base cette approche qui a été mise en place, ou ce paradigme qui a été initié pour changer un peu. Mais ce paradigme-là, dans ce paradigme, on a retrouvé des élèves qui ont le bac sans pour autant avoir le BFM. Vous voyez, on a le bac, on n'a pas le BFM. Lorsqu'on a l'entrée en 6e, on passe pour revenir, si on a le temps, chercher le CFE. Et si on n'a pas le temps, on passe. Et dans ce système-là, vous savez, il y avait un ensemble d'approches qui ont été initiées, et que cette approche-là, chaque programme est lié à un manuel. Monsieur Mbaye, je pense que c'est comme ça. On est passé de Ami et Rémi jusqu'à Madi, et sa cousine ou le couple Madi et l'autre. En passant par Siri et Rama, on est passé de Go for English à Keep in Touch. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est ce qu'il a montré. Et que la baisse du niveau des élèves est liée au manque de lecture. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit man damay jang, je n'investis pas. Investir, ce n'est pas seulement à 8h du matin pour aller à l'école ou à l'université, dans les salles de classe. C'est investir. D'où l'importance même du système LMD, licence, master et doctorat. Parce que dans ce système-là, il s'agit de libéraliser. Étudiant, vous n'êtes que mon papa. Étudiant, mon papa. Comme professeur, nous, moi-même, il y a la liberté. Mais c'est à chacun d'assumer sa responsabilité. Je pense que je vais y revenir après. Mais il faut surtout voir l'éducation comme l'ensemble des actions en direction d'une nouvelle génération. C'est une génération qui donne ça à une génération future. Pour que cette génération-là qui vient comprenne de quoi il est question. Comprenne dans cette société-là de qu'est-ce qu'il s'agit. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'école. L'éducation, c'est aussi les processus de socialisation. Yarin. C'est important. Et ça, qu'est-ce qui faisait ça? C'est la famille. Parce que c'est la famille qui transmettait cette éducation aux générations à venir. Lorsque Seydou Badian Kouyaté, dans Sous l'orage, parlait de conflit de génération, il amorçait cette question-là. C'est que la nouvelle génération n'accepte plus ou remet en question le fait que l'ancienne génération leur édicte des codes et des conduites pour se comporter. Donc, il y a une question aussi dans les sociétés qui ne se résume pas à la seule croissance. Parce qu'on parle d'école, mais il y a un fait. En termes d'éducation, il y a une demande et une offre. C'est comme si Gindak Ndiaye. L'école est devenue Gindak Ndiaye.
Vous savez, l'économiste Adam Smith a dit que dans chaque société, un commerçant cherche un client. Aristote ajoute, la société, c'est de l'intérêt. Et puisque la société, c'est de l'intérêt, et que chaque commerçant cherche un client, c'est cette formule-là, cette approche-là qui est transposée à l'école. Ceux qui ont plus de ressources sociales, ceux qui ont plus de capitaux sociaux et culturels sont ceux qui excellent. Attention, c'est pas seulement on peut apprendre ensemble dans une même salle de classe. Il y a des gens qui ont le plus accès à des informations que d'autres. Mais ceux qui réussissent, parce qu'ils ont tout le capital qu'il les faut pour réussir. Et que l'école est devenue des Djindandiaï. Demande-offre, comme si on était dans l'économie, comme si on était dans le capitalisme que dénonçait Karl Marx. L'école est devenue un système capitaliste. Quoi on doit inscrire. Et pire encore, il y a le système des instituts et écoles privées. Je m'excuse s'il y a des étudiants qui sont dans les instituts privés. Ce n'est pas pour remettre en question ce mode d'enseignement, mais c'est pour justement montrer que c'est du business. Comment on les appelle? School business. Les instituts privés, c'est comme ça qu'on les appelle. School business. What is business? C'est de faire de l'argent. On se fait de l'argent. Et celui qui paye, il réussit. Quand moi, il fait l'université, il doit réussir. Les écoles réputées, écoles d'excellence au Sénégal, tout le monde sait ce qui se passe. C'est eux qui réussissent aux examens. C'est eux qui excellent dans les examens. Comment ça se passe? On ne s'interroge jamais sur cette question. Ont-ils les meilleurs enseignants? Ont-ils les meilleurs élèves? Un meilleur élève s'accompagne d'un bon enseignant. Je m'excuse, M. Mbaye, parce que voilà quoi, nous sommes un peu dans le regard des universitaires. On dit tout, on ne dit rien. Donc, celle-ci porte sur la forme et le sens que doit avoir l'institution. Maintenant, l'institution scolaire, on ne doit pas ça comme ça, puisque maintenant c'est de l'argent, mais on réfléchit ça comme ça. L'école a été démocratisée avec le système des Nations Unies, avec les organismes internationaux, lorsqu'ils ont introduit l'éducation pour tous. Mais maintenant, puisque cette privatisation a connu un niveau extraordinaire, et comment ça se passe? Les enseignants quittent le public pour être dans le privé. Parce que ça paye à l'heure. Les instituts privés, je vous le dis, on paye l'heure à 10 000 francs. Supposons qu'il fait 25 heures de cours dans 5 instituts au Sénégal. Combien d'instituts y a-t-il au Sénégal? Mais qui n'a même pas besoin de son salaire. Je parle par connaissance de cause. On te paye heure digne, donc c'est dans ça maintenant qu'il s'agit. Vous avez des professeurs qui ne viennent pas en cours à l'université Gaston Berger parce qu'ils sont du business ailleurs. Et surtout les professeurs qui sont en médecine. Parce qu'ils ont un cabinet quelque part, leur ami a un cabinet quelque part, mais ils passent là-bas leur temps. Donc il faut vous revoir l'école, il faut revoir l'éducation. Puisque l'école c'est en termes d'argent, mais on prend ça en termes d'argent. L'autre chose sur laquelle on peut aussi revenir, c'est qu'on peut dire que l'école est aussi cette compétition. Et que dans cette compétition-là, l'argent intervient. Dans cette compétition-là, les capitaux sociaux, culturels, etc. interviennent. Donc il faut éduquer les enfants en ce sens-là. Il faut leur donner des outils. Les outils pour apprendre, les outils pour réussir. Qu'est-ce qu'on dit en Wolof? Ah, les guides. Un parent qui est derrière ses enfants, mais comment il pourrait les éduquer? Et on espère une bonne éducation. Mais l'école n'a plus le temps. Parce que les instances de socialisation sédimentaire, c'est la famille, l'école, les pères, etc. La famille ne fait plus son travail. Comment l'école peut-elle faire son travail? Donc il faut reprendre le processus de socialisation. Il faut reprendre le processus à la base. Ça donne des 8h à 20h. Et j'ai été surpris une anecdote, lorsqu'une fille est venue voir un camarade. Le père d'une fille est venu voir un camarade. Il a dit que sa fille était... Il voulait que le camarade encadre cette fille-là. Il a dit que sa fille était à Dakar. Elle apprenait. Chaque jour, elle quitte à 8h pour apprendre. Mais elle ne va pas à l'école. Comme ça. Mais parce qu'elle n'est pas contrôlée.
qu'elle n'est pas contrôlée. Il faut contrôler les enfants, les éduquer, les donner des outils. Et les outils, c'est la lecture. Les outils, c'est la recherche. Les outils, c'est l'investissement. Et c'est grosso modo, c'est les crises sur lesquelles on peut revenir. Je pense qu'on va aller trop vite même. Et revenir sur ce qui est appelé les crises sociales. Parce que comme le dit un anthropologue Marcel Mauss, le fait social est total. Si vous voyez ce que j'ai dit tout de suite, il y a du social. Parce que le social, on retrouve ça partout. Le social, c'est le politique, c'est l'économique, c'est le culturel. On ne peut pas analyser le politique à côté du social, du culturel et de l'économique. Ils sont tous ensemble. Et les crises sociales. Lorsqu'on parle de crise sociale, mais c'est surtout les crises de la sociabilité. Moi, ce que j'ai dit tout de suite, les crises de la sociabilité, nouvelle forme de socialité. Avant, c'était l'école, la famille, les pères. Mais maintenant, il y a de nouveaux groupes. Il y a de nouveaux groupes de pères sur WhatsApp, sur TikTok. On crée des groupes. On crée des groupes de pères. Et les parents ne savent même pas ce qui se dit là-bas. Les initiés, nouveaux initiés, ne savent même pas ce qui se passe là-bas. On n'a plus le temps de discuter en famille. Ce n'est plus le moment, le temps où le père de famille appelait sa famille dans le salon pour discuter.